Bonjour à tous. Les conditions de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont continué de se détériorer selon les informations faisant état d'attaques lancées contre des civils, notamment des exécutions extrajudiciaires, tortures, arrestations, destruction des biens, représailles, enlèvements, viols et autres formes de violences sexuelles touchant de manière disproportionnée les femmes. Cette description de la situation dans les régions anglophones du Cameroun a été présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, cette recrudescence de la violence entrave l'accès humanitaire. Pourtant, ils sont déjà près de 679 000 personnes déplacées dont la protection est compromise. 58 000 autres personnes ont cherché refuge au Nigeria. L'Ouseni Fall révèle que le gouvernement camerounais empêche le service humanitaire de l'ONU de se déployer sur le théâtre de la crise anglophone. 9 mois après le grand dialogue national, l'ONU souligne dans son dernier rapport que l'escalade de la violence menace d'annuler les gains enregistrés jusqu'ici et bloquer la décentralisation. Que sont devenues donc ces fameuses résolutions du grand dialogue national depuis l'annonce d'un statut spécial pour les régions anglophones? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des populations? Comment parvenir à cette paix définitive et durable? Au-delà d'exiger une enquête indépendante et crédible sur le massacre survenu en Garbou, l'ONU doute de la capacité de l'Afrique centrale à faire face à la pandémie du Covid-19. Au Cameroun, la nouvelle expression affirme que le président de l'Assemblée nationale constate lui aussi des lacunes dans la lutte contre la pandémie. Dans son discours lors de l'ouverture de la session parlementaire du mois de juin 2020, Kavaye Djibril déplore l'absence des centres spécialisés de prise en charge dans les 10 régions du Cameroun, une campagne timide de dépistage massif et l'insuffisance des kits de protection en zone rurale. L'indiscipline des Camerounais en temps de crise sanitaire a aussi été évoquée dans le discours du président de l'Assemblée nationale. Au regard des chiffres officiels, 9 572 cas positifs au Covid-19 à la date du 13 juin 2020, 275 décès et 5 570 cas guéris selon le ministère de la Santé publique. La situation épidémiologique se caractérise par une augmentation du nombre de nouveaux cas à cause de l'accroissement des capacités diagnostiques par des tests de diagnostic rapides. Quelle est l'évaluation de la gestion de la crise sanitaire à l'heure actuelle? Que font les parlementaires pour contrôler l'action gouvernementale en ces temps de crise? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission, les questions brûlantes d'actualité qui constituent le statut de droit de réponse. Émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts de haut vol. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Serge Sora. Bonjour. Bonjour et merci pour m'avoir fait l'honneur d'être votre invité. Bonjour à tous vos téléspectateurs au Cameroun et à travers la diaspora. On sait que Equinox, sans publicité, est l'un des médias phares aujourd'hui au Cameroun. Un bonjour aussi tout particulier aux militants et aux sympathisants de l'Union des populations du Cameroun. Dans un contexte de confinement sanitaire, vous savez que l'UPC subit un confinement politique forcé depuis quelques années, mais nous disons aux auteurs de cette macabre situation que l'UPC comme un roseau est là, il rompt, mais il va plier, mais il ne va jamais rompre, parce que rompre l'UPC, c'est détruire le Cameroun. Vous êtes, vous l'avez dit vous-même, militant de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur ce plateau de droit de réponse, il est l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes. Mes amitiés et mon affection sincère à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Autre panéliste sur droit de réponse, c'est Fa Elvis Taillon, représentant du MRC et ses alliés. Fa Elvis Taillon, bonjour. Good morning, Cedric. Good morning to the fellow co-panelists who are present here. Of course, good morning to the President-elect, Professor Maurice Kamto, Mr. Penda Ekoka, and also to a host of others, even President Abel Zonga, who are all with us. But remember that tomorrow, Monday, you know that the issue of Vice President Mamadou Mouta comes up again tomorrow. It has been suffering several adjournments alongside with Moutago, Silvanos, and a host of others. I think that this is the time the state must be able to put in place justice in its real cause, because we have been taking too many things for granted and for long.
Et je tiens à préciser que la hiérarchie du RDPC a mandaté Marlise Doualabel pour être la représentante du parti au pouvoir sur ce plateau, et à la dernière minute, elle a fait part de son indisponibilité. Plusieurs autres cadres militants du RDPC ont été sollicités en vain jusqu'à cette heure, et il reste encore attendu sur le plateau droit de réponse. Je tiens à le préciser, la hiérarchie du RDPC a mandaté Marlise Doualabel comme invitée, représentante du parti au pouvoir sur le plateau droit de réponse. Elle a fait part de son indisponibilité à la dernière minute, et plusieurs autres militants du RDPC ont été sollicités jusqu'à cette heure. Il reste attendu. D'entrée de jeu avec vous, Fa Elvis Taillon, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, au-delà de la crise sanitaire qui a préoccupé tous les esprits, il y a la situation sécuritaire continue de se détériorer. Selon le dernier rapport du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, vous qui étiez ces derniers jours à Bamenda et à Buea, est-ce que vous confirmez que la situation continue de se dégrader? Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'évolution de la situation sécuritaire dans ces deux régions? Well, Mufele, the bitter truly know, from time to time, MRC had always been on the course of using the adage that no to the war in the northwest and the southwest. And most of the time we have spoken, and many of the regime barons in Yaoundé told us that everything is under control. Cedric, I'm coming from Bamenda, and I must be able to tell you that the reports you get, as you are mentioning, is very correct. The situation is worsening day in, day out. I spoke to a host of others who told me that national dialogue went up, it came down, and all the like. And as I said, that was a masculine dialogue because the reflection on the ground is not as per se. Now, I was in Bamenda. On Sunday, one person was gunned down around in front of me at Azuri Old Church Junction in broad daylight by armed non-state actors who called him Black Legs. Right, that is that. We know that 2 workers of the divisional officer from Bingui Central were equally intercepted in Bamenda, and the third one is even nowhere to be found. You could imagine the situation. Now, when you go around Bamenda, I was intercepted 2 times. Where I was intercepted around Tarikon and also around a place called Tassing by the non-state armed groups. Of course, there's an intelligence move. The military have their intelligence move. They don't put on uniforms. They move around. These non-state actors also come in without uniforms. And so I was only intercepted on a bike. And they told me, where are you going to? I had to present myself, journalists and all the like. So the only good thing I had in Bamenda was that both the military and the non-state actors, that's the armed groups, understood that they could respect the journalists. That's the only good thing I could find. But you see, it was a tense situation because there were periods, there were places where people were questioning me, you cannot go to my 8-man con. You cannot move above Nkwen. There were areas they told me, we call them no-go zone. And while in Bamenda, the road between Bali, Widikum, Batibo was blocked. For those in Dop, it had been blocked more than a week ago. And then, of recent again, before I left on Friday, the road at Belo, Njinikom, was blocked because they said one of the generals in the non-state armed groups died, And so you see, they have control on the ground. And Cedric, I must let you to know that people are not telling the truth. If you go to Southwest, for example, you go to where the GO is in Moyoka, the GO is not working in his office. They are in the military barracks. That is divisional officer. The officers are no longer functioning. If you go to the Southwest, do you know that Moyoka Council is not operating in Moyoka? Moyoka Council is operating at First Trust Building in Great Support in Boya. If you go to Bamenda 2 Council, that is supposed to be operating in a neighborhood called Mbinfibi. They are no longer there. They have moved right into the town. Bali Council is operating up station. Bafut Council is operating in town in Bamenda. So you get more than 6 councils that are not operating within their council areas in the Northwest region. If you imagine if you go to areas like when you're talking about Ndu Council is not functional as per se. So most of the mayors and the city generals and the treasurers move with their stamps. They meet where they are in Bamenda or in Yaoundé, they sign documents. It's to tell you that the security situation on the ground. Anybody as of now who tells you that the situation in the Northwest, Southwest is under control is simply lying. If you are in Southwest, for example, you want to go to Kumba. Between Munya and Kumba is a dangerous zone. At any time, you have gunshots, you have gun attacks, and so it is not easy as per se. So that is the situation we find here. If this report comes in, it ties on what we had been saying, that as from the CRM we have been saying that we should stop the war in the Northwest and the Southwest. Unfortunately, the Yaoundé regime keeps
pretending that all is under control. Ask Mr. Cedric, most of the jails are no longer, if you go to Ngi and you go to Njikwa, the jails are operating by the military barracks. They are no longer in the offices. It's to tell you that all is not well. Après vous, bien sûr, Faelvis, Edmond Kambia, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a présenté ce tableau de l'insécurité dans les régions anglophones au Conseil de sécurité des Nations Unies, et il a indiqué qu'il y a, lors d'une rencontre avec le Premier ministre au mois de mars, il a indiqué que cette escalade de violence risque de compromettre les acquis du grand dialogue national. Qu'est-ce que vous comprenez à travers cette mise en garde du secrétaire général des Nations Unies à travers son représentant spécial? Oui, il faut dire que chaque fois qu'un diplomate prend une position sur une situation donnée, il faut le lire au moins à un double degré, au premier degré comme au second degré. Et le langage diplomatique a ceci de particulier qu'il faut enrober sa pensée dans des locutions qui permettent à son interlocuteur de mieux comprendre ce qu'il veut dire. En clair, le représentant spécial de l'ONU en Afrique centrale a transmis au Premier ministre un message important. Lorsqu'il dit, lors de leur dernière rencontre, il a fait le point de la situation. Cela signifie en réalité que l'ONU n'a jamais cessé de suivre avec beaucoup d'attention la situation du Cameroun, notamment la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et que plus que jamais, il est important pour le gouvernement d'aller plus loin. D'aller plus loin. Quand je dis aller plus loin, c'est de ne pas se contenter de ce qui s'est déroulé l'an dernier au Grand Dialogue National, c'est d'aller plus loin et mettre en œuvre non seulement ce qui a été annoncé dans le Grand Dialogue National, mais faire en sorte que les différents acteurs concernés par le conflit soient mis ensemble, se retrouvent pour une résolution politique et pacifique du conflit. Ce qu'il n'a pas dit, c'est ça. Il faut procéder à une résolution politique et pacifique du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il faut faire en sorte que les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont dans une situation que le Premier ministre, à un moment donné, a appelée par un texte zone sinistrée, retrouvent leur allant, retrouvent la situation, l'embellie qui était celle que le nord-ouest et le sud-ouest connaissaient il y a 4 ans. Mais pour cela, il faut le dialogue. Il faut cesser, il faut des mesures fortes qui montrent qu'il n'y a pas une escalade militaire dans ces régions et qu'à la faveur, je dis bien à la faveur, j'aurais pu mettre les guillemets, à la faveur de la présence du coronavirus qui touche tout le monde et qui préoccupe toutes les nations, tous les pays, tous les gouvernements et qui a amené certains acteurs, groupes armés, sécessionnistes, à être volontaires, à affirmer auprès des Nations Unies qui sont prêts à déposer les armes. Mais qu'il faudrait qu'en face, le gouvernement montre sa volonté de ne pas continuer à militariser la zone. Donc voilà un peu l'essentiel des messages non dits que le représentant spécial de l'ONU a adressé au gouvernement camerounais. Mais en face, le gouvernement camerounais répond qu'il a mis sur pied une nouvelle loi sur la décentralisation, qu'il a amorcé son plan présidentiel pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest avec un budget de près de 9 milliards de francs CFA affectés pour ce plan présidentiel. Est-ce que ce sont là des réponses adéquates aux préoccupations posées sur le théâtre de la crise anglophone? Ces mesures sont bonnes, mais elles sont insuffisantes et difficiles à implémenter. Pourquoi elles sont difficiles à implémenter? Tout simplement parce que la paix et la sécurité ne sont pas de retour dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne peut pas, de manière pratique et concrète, concrétiser ce que le budget qui a été alloué à ces communes le soit sur le terrain. Tout simplement parce que, M. Elvis nous le disait tout à l'heure, tous les exécutifs communaux de la plupart des communes du nord-ouest, pour l'essentiel, se retrouvent à Bamenda. Elles ont abandonné leur circonscription administrative pour des raisons de sécurité, pour se retrouver à Bamenda. Mais est-ce que les populations qui, pour l'essentiel,
sont partis, sont devenus des déplacés. Vous l'avez dit aujourd'hui dans le propos préliminaire, 679 000 déplacés officiels et 59 000, sinon environ 60 000 réfugiés camerounais originaires du nord-ouest et du sud-ouest qui se retrouvent au Nigeria. Dans quelles conditions vivent ces populations-là? Qui s'occupe d'eux? Ce ne sont pas les exécutifs communaux qui sont déplacés vers Bamenda qui s'occupent d'eux. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas cet argent qui a été alloué qui va s'occuper d'eux. Ils sont pour la plupart, je le disais tantôt, pour les réfugiés au Nigeria. C'est l'ACR qui s'occupe d'eux pour l'essentiel. Et les autres sont dans les 8 autres régions du Cameroun. Est-ce qu'ils sont pris en charge, sont pris en compte dans les budgets affectés dans les exécutifs communaux des régions francophones? Je ne le pense pas. Après vous, Edmond Kandia, Serge Soro, 9 mois après le grand dialogue national, qu'est-ce qui a changé concrètement dans la gestion de la crise sanitaire? La crise anglophone ou la crise sanitaire? La crise anglophone, je voulais être précis. Bon, disons que pour ce qui est de la crise anglophone, nous particulièrement à l'Union de population du Cameroun, on n'attendait pas qu'il y ait un changement. Ce serait un leurre de penser que un régime qui a pris une mauvaise route peut trouver une solution à un problème aussi profond que celui de la guerre civile qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que les origines de la guerre ne sont déjà pas admises par ceux qui nous gouvernent. Ils ne veulent pas comprendre. Et c'est pour ça que moi je vais saisir cette occasion pour m'adresser à 3 catégories. Aux compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, aux gouvernants et à l'ONU. Et je commencerai par elle. Parce que la crise du Cameroun est, Moutandi, similaire à celle du Biafra. Ce sont les mauvaises solutions posées au problème du nationalisme africain par l'ONU. Par l'ONU qui n'a pas voulu que les Camerounais résolvent leurs problèmes comme cela avait été prévu par l'Union des populations du Cameroun. À partir de ce moment, on a faussé les jeux. Et on savait que ça va aboutir à l'implosion. Parce que le Cameroun est fille de notre unité nationale. Il faut que les gens l'intègrent dans leur esprit. Le Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun oriental et le Cameroun occidental unis, sont filles de l'unité nationale du Cameroun. Ce n'est pas l'inverse qui s'est produit. Parce que en 60, c'était le Cameroun français qui est devenu indépendant. Ce n'est pas le Cameroun qui était indépendant. Et puis, ce qu'on fait le 20 mai, ce n'est pas l'indépendance. Notre indépendance serait quand nous avons retrouvé notre territoire, le Cameroun. Or, ce sont les compatriotes du Cameroun occidental qui avaient œuvré et milité intensément pour l'unité du Cameroun. Mais c'est la gestion de la République qui a mis en péril ou qui est en train de mettre en péril cette unité. Maintenant, lorsque le problème a commencé à se poser, il faut qu'on s'attarde très bien sur la question. Les revendications sont réelles, effectives. Elles sont là. L'échec de la gouvernance depuis 1958. Ça, c'est clair. D'autant plus clair que la crise là peut se poser dans toutes les autres régions avec raison. C'est-à-dire que tous les Camerounais peuvent prendre les armes et commencer à exiger qu'ils soient gouvernés de manière démocratique et pour le bonheur de leurs enfants et de leurs petits-enfants demain. Ça, ce serait justifié parce que nous sommes en état de catastrophe sur tous les plans. On ne va pas appeler à l'insurrection. Non, je n'appelle, j'ai dit ils peuvent. C'est-à-dire, ils peuvent. Ça veut dire qu'ils sont tellement... Cédric, faites un tour à Douala. Prenez des photos de Douala de 78 à 88. Et vous prenez les photos de Douala maintenant. Mais vous allez commencer à chasser tous ceux qui gouvernent le Cameroun. Seulement les Camerounais, dans leurs réflexions et dans leurs propositions au quotidien, disent qu'on peut faire autrement. Ceux qui gouvernent ne veulent pas l'entendre. Le choix de prendre les armes est un mauvais choix. Je dis aux sécessionnistes, ce n'est pas ça la solution. Parce que cette guerre ne sera jamais gagnée de cette manière. Ça s'est passé au Biafra. Il faut regarder, il faut interroger l'histoire. Les Ibo s'étaient retrouvés dans la même situation, pourchassés dans certains territoires du Nigeria. Bastonnés, assassinés, exclus de la scène politique, surtout après le coup d'État d'Ironzi, qui était un Ibo et qui avait voulu mettre fin au fédéralisme. Les Ibo étaient devenus les moutons noirs du Nigeria. Mais lorsque Ojukwu, face à ce problème, décide de faire sécession, il complique encore la situation. Parce qu'un coup d'œil rapide va montrer que même ceux qui voulaient le soutenir vont rentrer dans des alliances incompréhensibles. Les États-Unis ont commencé à soutenir le gouvernement fédéral du Nigeria avec l'Union soviétique d'un même côté.
pendant que la France, qui était du bloc de l'Ouest, commençait à soutenir le Biafra. Donc, c'est ces scènes-là que, pourquoi nous sommes là? Parce qu'il faut aller vite. Qu'est-ce qui complique dans le cas du Cameroun? Dans le cadre du Cameroun, en réalité, le dialogue était une fausse solution. Il y a eu des résolutions. Les gens ont posé lesquelles? On vous dit qu'on veut faire un statut spécial pour une région et on applique la même chose à toutes les régions. C'est la même chose qu'on va appliquer à toutes les régions, ça ne sera pas spécial au cas. Le premier problème qu'ils ont posé, c'est quoi? C'est celui de la nature de l'État. Moi, je reviens sur la nature, pas sur la forme. Parce que la forme de l'État, c'est comme si on vous disait tournons une page, alors que nous on dit de changer le livre. Il faut changer le livre au Cameroun. Et il faut expliquer. Parce que lorsque les gens disent, comme certains de cette zone disent que les francophones prennent toutes les places chez eux, il faut bien leur expliquer que non, nous sommes dans la République. Et que si c'est seulement sur ce plan que vous prenez, si on rapatrie tous les anglophones qui travaillent partout ailleurs au Cameroun dans ces deux régions, il n'y aura plus de place pour eux là-bas. Donc ce n'est pas ça la solution. Il faut dire, quand il pose le problème de fédéralisme, qu'il ne faut pas le balayer d'un revers de la main. Mais que dans la dynamique d'une Afrique fédérale, parce que c'est la seule solution pour que l'Afrique sorte de l'asservissement, on ne peut pas commencer les émiettements à l'intérieur, surtout quand ils sont motivés par des langues coloniales. Voilà les raisons qu'il faut leur avancer. Et il faut rappeler à ceux qui gouvernent que l'idée du fédéralisme n'est même pas un anathème. On peut être fédéral et être uni, sauf que les fondements de l'unité dans cette forme ne sont pas solides. Et il faut donc leur dire que la différence fondamentale entre la décentralisation, c'est-à-dire la fédération administrative, et la fédération, c'est-à-dire la décentralisation constitutionnelle, ce n'est pas tant les éléments qu'on dénonce, mais c'est les pouvoirs qu'on confère effectivement au peuple qui puisse les exercer à tout moment. Nous sommes dans des dictatures. Ça, c'est depuis, comme nous avons imité le général de Gaulle dans ses constitutions, nous avons créé des empires. Tout part du président de la République et tout finit chez le président de la République. Ce qui fait que, en réalité, nous avons installé une situation où seule la violence commence à apparaître pour certains comme une possible solution. Et ça, il faut faire attention. Et c'est pour ça que l'Union de population dit, saisissons l'occasion de cette crise pour résoudre le problème qui n'avait pas été résolu en 1959 quand on a appelé à la table ronde. La table ronde consistait à définir les pouvoirs qu'on va donner au peuple camerounais de manière permanente pour qu'il exerce sa souveraineté. Si on l'avait fait, nous ne serons jamais à genoux dans l'asservissement monétaire. Si on l'avait fait, on ne serait pas à genoux dans l'asservissement sécuritaire parce que nous n'avons pas des armées en Afrique. On n'a rien. Ça veut dire que tout le monde peut manipuler tout le monde en Afrique pour créer une guerre comme celle au nord-ouest et au sud-ouest. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que c'est une guerre civile qui va déranger. Parce qu'on peut neutraliser notre armée et armer les sécessionnistes. Et vice-versa. Il faut préciser sur le plateau de droit de réponse que la hiérarchie du RDPC a mandaté Marlise Doualabel pour représenter le RDPC sur le plateau de droit de réponse. À la dernière minute, elle a fait part de son indisponibilité et plusieurs autres militants de ce parti au pouvoir ont été contactés pour participer à cette émission. Avec vous, Fa Elvis Taillon, vous suivez l'analyse que fait Serge Soros sur l'évolution de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'UPC appelait à un véritable dialogue en 1959. Le gouvernement a décidé de s'y résoudre en 2019 avec un grand dialogue national, des résolutions qui étaient axées sur l'accélération de la décentralisation, également un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 9 mois après, est-ce que le quotidien des populations a changé dans ces deux régions du Cameroun? Well, Cedric, you know that from the inception of the issues of the Anglophone crisis, you know I speak as someone who comes from that region and badly touched, because any bona fide Anglophone has a story to tell. Either the house has been burnt, or a relative has died, or one thing or the other, or he has been displaced. And you know, some of us came to Douala here under what they call IDPs. We were displaced from Bamenda, where I was working originally. Now, when you look at the issues as you are mentioning, you know, the main issue on the dialogue, as we have been saying, is that when you put in place wrong formulas, you get the wrong answer. There is no magic in it. That is mathematically. You cannot put in place, you formulate wrong formulas and you think that you arrive at the answer. It cannot go. And you will bear with me that we were not part of the dialogue, because we knew that it was a masquerade dialogue that brought together sympathizers of the ruling party, the CPDM. I am even sad if they were here, we should have been able to address them, because
The regime is where it is today because the CPDM and the regime are all one. Now, when you look at the issue of national dialogue, I told them on several platforms, we have said that, we have told them on several platforms that when it comes to dialogue, Cedric, in conflict resolutions, you cannot engage in a meaningful dialogue without stakeholders involved in the problems on board. Mais ils ont été invités, Faelvis. On a vu des invitations adressées à certains leaders des mouvements séparatistes anglophones résidant en Europe et aux États-Unis. A wrong move, a wrong move. You know, we were of the opinion, we have said over and over, when you hold a dialogue, who are the principal actors? The Ayuk, Tabe, Ko, and Seseko and the rest. They are part of that problem. And so if you call a dialogue, and you hold some in jail, and you call other leaders who don't have the influence to stop the war, you are wasting your time. There's no shortcut. We have told Yaoundé regime, the administrative authorities in the north and west. But I will tell you that I keep blaming the United Nations. Even if they say it is better to be late than never, as the representative of the United Nations is coming up now, but we are saying these are issues that would have been brought under control since. Remember, we are sympathizing with those who lost their life in Boka village, where more than 11 of them were killed of recent in Bui division. You get the point? In a special operation. And so each time the operation takes place, you know, the civilians are always the ones to pay the prices of these incursions. And at the end of it, when we come on platform and we say that the war in the Northwest and Southwest should be stopped by the government of Yaoundé implementing a genuine dialogue, some people say we want to destabilize this nation. Some people think in Yaoundé that they are more patriotic than others. And that's where you find yourself where we are today. Look at the issues. If you go to Southwest, Kumba, within Kumba, even Kumba 1, Kumba 2 and 3 councils are not functioning very well as they're supposed to function. If you go over to Toko Council, Kumbo Etindi, Kumbo Abedimo, Nwa, Furawa Council, Akwaya, they are not operating as per se. Mais face aux critiques que vous émettez, le gouvernement estime aussi que l'opposition est en train de déresponsabiliser les groupes armés de la situation qui se dégrade à l'heure actuelle. Le gouvernement accuse ces groupes armés de ne pas faire aussi preuve de bonne volonté en baissant les armes, comme le chef de l'État l'a demandé, en rejoignant les différents comités de désarmement, démobilisation et réintégration pour qu'ils puissent retourner dans une vie normale et également participer à la gestion locale de leur communauté. Que pensez-vous de ces arguments-là? Nufele, that argument is a vague one. You know, we are in a kangaroo system, a system that moves in a disorderly manner. You know, when you are in the state of war, the moment your rival picks arms, you cannot control it by giving order as you think. Cedric, the government can control you and I because we are under the whims and caprices of the government. But the moment an individual takes AK-47 and gets into the bush, if you cannot catch him and kill him, you don't order him as you think. That's why I say that we have an arrogant regime. An arrogant regime. A regime that thinks that they are still in control even with those holding arms in the bush. Remember, Cedric, this is an issue that started with peace plant to machetes, machetes to den guns, and den guns now we're talking about AK-47 and explosives. It means that as the days go by, I am surprised that Yaoundé regime is sleeping. Because where we are now, Yaoundé cannot say that you expect the people in a conflict, Mr. Cedric. Once there is lack of trust, you cannot call the other party to dance to your tune. Because those who were forced to go into the bush and to hold arms, they doubt the government. That's why I keep on telling you that, Cedric. The manner in which Yaoundé regime has been trending with this Anglophone crisis to 4 years and above means that the only way we can solve it is when a third party comes in. Because there is every indication that the people in the bushes no longer trust the government. And so when you sit in Yaoundé, in your comfort zone, you make a press conference and say, deposit the SAM. It does not function like that because you did not give them the SAM. You did not give them the weapons. So you need to pass through dialogue means, get into those who control those boys, and get to dialogue. They are the ones, Mr. Cedric, who can tell the boys, okay, hold on your firearms, let us dialogue here. But you cannot hold somebody to bring arms when you did not give him the arms. You are not the one who gave him the arms to fight, and so you cannot control him. And that's what Yaoundé regime is sleeping and daydreaming every day. Après vous, Elvis, il y a quand même une volonté du président de la République de construire cette confiance pour amener ces groupes armés à déposer les armes. On a vu les actions menées par le chef de l'État et le Premier ministre avec vous, Edmond Kambia, dans un souci d'envoyer des signaux positifs aux populations des régions anglophones. Le président de la République a dit
que son Premier ministre, à chaque fois, est originaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On a vu des postes de souveraineté au sein du gouvernement qui ont été attribués à des personnalités venant de ces deux régions du Cameroun. Il y a eu la résurrection de ce projet de construction du port autonome de Limbé et d'autres projets infrastructurels qui sont annoncés dans ces deux régions du Cameroun. Pour vous, ce sont des gages d'une bonne volonté du gouvernement de vouloir construire cette confiance pour amener la paix? Disons que de le rappeler, notamment au niveau des postes importants dans la République, qui sont depuis plusieurs décennies accordés à nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment le poste de Premier ministre, depuis notamment 1992, avec Achidi Achou et jusqu'à ce jour, avec Dion Gouté, nous constatons que c'est une bonne volonté. Mais cette bonne volonté ne suffit pas, parce qu'en réalité, le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a pas assez de pouvoir. Il n'a pas suffisamment de pouvoir qui puisse, à travers des décisions, impacter sur la vie des Camerounais. On l'a vu depuis quelque temps, c'est assez difficile. On a constaté même que parfois, au sein du gouvernement camerounais, il y a eu ce qu'on a appelé la cacophonie gouvernementale. À telle enseigne que le chef de l'État, lors de sa sortie du 19 mai dernier, a dû demander au Premier ministre, chef du gouvernement, de reprendre la main, que c'est lui le patron du gouvernement, parce qu'il s'est rendu compte que à travers les actes, les actions, notamment dans la bataille contre le coronavirus, le Premier ministre prenait des mesures qui étaient suivies, accompagnées et exécutées par le ministre de la Santé, mais il y avait d'autres ministres autour du ministre de la Santé qui posaient des actes qui allaient à l'encontre de l'harmonie nécessaire pour qu'il y ait un bon suivi dans la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est pour vous dire qu'en réalité, au niveau des postes ministériels, c'est insuffisant, largement insuffisant. C'est symboliquement important, mais c'est insuffisant aujourd'hui. Avec la guerre qui dure depuis plus de 4 ans dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest, j'ai le sentiment que le problème n'est plus au niveau des postes que nos frères et sœurs réclament au sein de l'État ou du gouvernement. Ce n'est plus au niveau des éléments symboliques des institutions républicaines. Ils veulent plus de pouvoir, notamment des pouvoirs qui permettent le développement des populations là où elles se trouvent, notamment dans les communes, dans les régions. Et je ne suis pas certain que la proposition qui est sortie du grand dialogue national, qui prévoit un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, apportera quelque chose de nouveau. Pour la simple raison qu'elle n'est pas différente fondamentalement sur le fond des prérogatives qui seront octroyées aux chefs des régions, notamment aux conseils régionaux dans les régions francophones. Ce sera pratiquement la même chose. C'est juste qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a créé une assemblée des chefs, mais qui n'aura pas de pouvoir puisque c'est l'État, c'est le responsable de l'État qui sera au-dessus de l'assemblée des chefs dans la proposition qui est faite dans le statut spécial. Donc il faut aller plus loin que ça. Et quand je dis il faut aller plus loin que ça, je rejoins le message du représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale qui vient de mettre des signaux importants. J'ai dit c'est important parce que nous sommes 1 an après la réunion informelle qui s'est déroulée l'an dernier. Vous savez, en mai 2019, il y a eu cette réunion informelle où l'ONU, le Conseil de sécurité, s'est réuni sur la situation du Cameroun. Et 1 an après, il s'agit de faire une évaluation solide. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité veut évaluer à nouveau l'évolution de la situation, non seulement des droits de l'homme au Cameroun, la situation humanitaire globale, mais la situation humanitaire et des droits de l'homme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et cela implique nécessairement les questions sécuritaires pour lesquelles aujourd'hui il y a des milliers de morts dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Aujourd'hui, il est difficile de savoir exactement combien de morts nous avons dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, puisqu'il y a des morts presque tous les jours. Je vous dis, il y a des morts presque tous les jours. L'armée et les forces sécessionnistes mènent des combats presque tous les jours sur le terrain. La paix n'est pas de retour. La sécurité n'est pas de retour. Aujourd'hui, l'ONU interpelle fortement le gouvernement camerounais pour dire où est-ce qu'on en est. Faites-nous le point. Parce que si le gouvernement ne montre pas un signal fort, ne rassure pas les Nations Unies, je crois que dans les semaines ou les mois à venir,
le Conseil de sécurité va probablement se réunir dans le cadre d'une réunion formelle sur le Cameroun. Et à ce moment-là, des décisions seront prises avec un impact réel sur le terrain. Vous l'avez dit, il y a un an, une réunion informelle s'est tenue pour faire le point sur la situation humanitaire. Serge Soro, lorsque vous suivez la présentation de la situation un an plus tard, c'est-à-dire en juin 2020, avec ces exécutions extrajudiciaires, ces viols et autres formes de violences sexuelles de façon disproportionnée sur des femmes, quelles conséquences d'une telle guerre qui dure depuis 4 ans sur les populations civiles, sur ces jeunes et ces femmes dans le nord-ouest et le sud-ouest? Bon, la première, n'est-ce pas, conséquence qu'on pourrait craindre pour le Cameroun, c'est que l'exemple fasse des émules ailleurs. Parce que vous savez, quand une guerre commence à durer dans le temps, eh bien, il se crée, déjà elle est en place, une économie de guerre qui enrichit pas mal de gens dans tous les côtés. Moi, je ne suis pas surpris que si on mène une enquête approfondie au niveau du gouvernement camerounais, on va trouver qu'il y a des gens qui tirent les marrons du feu dans cette guerre. Un peu comme on l'a appris plus tard avec les enlèvements d'otages au début de Boko Haram. Et c'est l'occasion pour moi de dire que le grand dialogue national était un miroir aux alouettes. C'était un miroir aux alouettes, pourquoi? Parce qu'on a voulu prendre des choses qui étaient proposées il y a des décennies avant, sans appeler ceux qui proposaient cela, pour leur demander comment ils comptaient faire. Et je m'en vais leur dire comment on fait dans ces situations. Il faut créer d'abord un groupe de contact préliminaire, c'est-à-dire des gens volontaires qu'on demanderait aux sécessionnistes de recevoir, parce que c'est comme ça qu'on amorce le problème. Et ces gens recueilleraient des engagements préliminaires des sécessionnistes qui pourront dire, ok, pour que nous on dépose des armes, vraiment, il faut ça, 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 ça. Et après cela, on viendrait présenter cela au gouvernement, parce que le Cameroun a encore un gouvernement, même si le gouvernement, dans ce régime, je vous le redis, c'est le président de la République. Il n'y a pas un autre gouvernement. Le premier ministre, c'est comme un ministre adjoint, parce que le vrai premier ministre, c'est encore le président. Et donc, une fois qu'on va passer cette étape, on va choisir à l'intérieur du Cameroun des facilitateurs. Parce que nous, on avait dit qu'il faut créer des casques blancs camerounais avec K, pour dire qu'il ne s'agit pas du Cameroun oriental. Parce que la République du Cameroun, là, c'est le Cameroun oriental, c'est le Cameroun français. Ce n'est pas le Cameroun tel qu'il est né après 61. Ce n'est pas le Cameroun. La République du Cameroun, c'est la République du Cameroun oriental qui a été indépendante le 1er janvier 60 avec Aïdjo. Et c'est ça que Biya a refait. Voilà déjà un premier problème. Et on devrait mettre ça sur la table. Une fois qu'on va atteindre cette étape, on peut donc venir demander aux uns et aux autres quelles sont leurs conditions pour un cessez-le-feu. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à envisager un éventuel probable dialogue. Pour vous, le comité de désarmement, démobilisation... Non, vous démobilisez qui? Vous désarmez qui? A-t-il été mal pensé? C'est un faux comité. Je dis c'est un gouffre à sous. C'est un gouffre à sous pour rien. Moi, j'y suis allé pour leur demander, pour leur faire des propositions, parce que j'ai une expérience ailleurs sur certaines questions. Mais je continue à dire, et les latins le disent souvent, abusum usum non valet sequentia. Si vous partez des bases fausses, vous n'allez nulle part. Vous perdez la route, vous perdez votre temps. Il faut qu'on s'asseye, qu'on ait le courage. Et je dis que la personne qui peut le faire, c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya. Au Cameroun, il n'y a que lui. Le système présidentialiste que Edgar Faure avait mis dans les constitutions des républiques bananières que nous avons là, fait que il n'y a que Paul Biya qui peut résoudre ce problème. Aucun autre ministre ne peut rien faire. Non, ce mandat, on sait comment ça se passe. Cédric, voilà comment ça se passe. Vous allez discuter avec les populations, et c'est les populations qui ont pris les armes. Ce n'est pas les populations qui ont pris les armes. Il y a des sécessionnistes. Et il y a des fédéralistes, on les connaît. Les gouvernants camerounais sont mal placés, anglophones ou francophones, parce qu'il s'agit d'une élite de Compador qui a fait main basse sur le Cameroun depuis, et qui ne veulent pas partir, c'est eux qui veulent rester là. Et en préparant leur fils, on se voit comment ça se fait. Dans ces comités, il n'y a que 2 catégories de personnes ou 3. Les oisifs et les incompétents, souvent les 2 à la fois. Parce que vous savez, dans ce pays, souvent quelqu'un, parce qu'il est haut placé, il force pour qu'on mette son fils dans une école, en disant non, même s'il n'est pas qualifié, quand il va sortir, c'est là dans un bureau. Et ce sont ces gens qui sont dans les comités là, qui veulent résoudre le problème. Ils n'ont pas d'expertise pour le faire.
Ils n'ont pas d'expertise pour le faire. Et pourquoi le chef d'État doit-il reprendre la main sur ce problème? Parce que le chef d'État est au soir de sa vie et on pense que... Moi, j'ai toujours dit dans les plateaux qu'il ne s'agit pas de l'individu Biya. Pour l'individu Biya, c'est l'une des plus grandes réussites qu'une famille puisse espérer. C'est-à-dire que ton fils naisse, il grandisse, il fasse de bonnes études, il finit, il rentre au Cameroun, il trouve le travail et il finit président. Et en tant que président de la République? De la République. Ça, vraiment, chaque père de famille doit être fier de son fils. Mais c'était un mauvais système. Ces gens ont été préparés, il a dit lui-même, à travers un sketch camerounais qu'un célèbre humoriste camerounais aime réciter. Il a dit qu'il est employé de la France. Et il est dans les meilleurs employés de la France. Et l'Afrique n'a plus besoin d'employés de la France. Mais le président de la République... Maintenant, il faut préciser qu'il prenne le courage. Avait dit qu'il était un meilleur élève. Mais c'est ça que ça veut dire, non? Quand vous êtes élève de quelqu'un, vous allez devenir quoi après? Maintenant, il a une chose. C'est qu'il a traversé l'histoire. Il a vécu l'histoire. Et il a fait l'histoire. Parce que l'histoire du Cameroun, qu'on le veuille ou pas, Biya est l'un des acteurs qui compte. Et il a la chance maintenant de sortir par la bonne porte. Parce que les chrétiens disent que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Même un dernier geste pourrait faire que tout ce que les gens pourraient reprocher à ce régime soit absous en résolvant un problème que l'ONU, la France et la Grande-Bretagne avaient refusé de résoudre parce qu'on voulait museler l'union des populations du Cameroun, parce qu'on voulait brider le développement de l'Afrique. Voilà le vrai problème. Il ne faut pas qu'on s'arrête aux conséquences, parce que là, on est encore en train de gérer les conséquences. Attaquons-nous aux causes. Et lorsqu'on va aborder la Covid maintenant, voilà une bonne opportunité. Mais voilà des pays qui n'arrivent même pas à fabriquer des blouses, qui n'arrivent pas à fabriquer des t-shirts pour leurs soldats et qui disent qu'ils vont nous défendre, ils ont une souveraineté. Ce n'est pas possible. Changeons de livre. Tout à l'heure, Serge Soro. Edmond Kamdia, entre 2016 et 2020, le président de la République a signé plusieurs actes présidentiels pour répondre aux préoccupations de ces populations du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que cela n'est pas une preuve que le chef de l'État reste attentif à l'évolution de la situation dans les régions anglophones et qu'il essaye de répondre à ces préoccupations tout en défendant la décentralisation qui, pour lui, est le meilleur système de gouvernance pour permettre aux populations de se développer? Il faut reconnaître que le gouvernement a fait des efforts, de nombreux efforts d'ailleurs sur le plan sectoriel, en ce qui concerne notamment sur le plan de l'éducation, a répondu aux consortiums, notamment aux nombreuses revendications qui étaient faites par les syndicalistes des régions nord-ouest et sud-ouest, même si ces revendications n'ont pas été toutes soldées. Il y a des efforts qui ont été faits au niveau de la justice, puisqu'il faut rappeler que les avocats des régions nord-ouest et du sud-ouest anglophones avaient formulé un certain nombre de revendications qui ont trouvé des solutions au niveau de la traduction en anglais, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne le système OADA. Il y a eu des efforts dans ce sens. Il y a des efforts également qu'il faut le rappeler au niveau de l'ENAM, au niveau de la formation des étudiants par rapport à la common law. Il y a eu la nécessité de mieux former des étudiants au niveau de l'ENAM, au niveau des universités, des sections, des départements pour la common law et même au niveau de la Cour suprême. On ne peut pas le nier, des efforts ont été faits par le gouvernement pour améliorer la situation et répondre aux revendications, nombreuses revendications formulées par nos frères du Nord et du Sud-Ouest. Mais il se trouve que la plupart de ces solutions, même quand parfois elles allaient au-delà de ce qui était attendu par ceux qui formulaient ces revendications, sont demeurées insuffisantes. Puisqu'il faut le dire aujourd'hui, la question n'est plus seulement sur le plan sectoriel, éducation, justice et autres. La question est éminemment politique. Et il s'agit de résoudre une question politique. Et la forme de l'État est sur la table. C'est-à-dire, et le cardinal Christian Toumi, avec son équipe, qui voulait à une certaine époque qu'il y ait un grand forum qui rassemble l'ensemble des élites du Nord et du Sud-Ouest pour pouvoir répondre à cette question, mais qui n'a pas pu avoir l'assentiment, le quitus du gouvernement, même comme le cardinal Toumi a bien voulu accepter participer au grand dialogue national. Si on lui avait permis de faire ce qu'il avait proposé de faire avec son équipe, ses confrères
protestants et musulmans, je pense qu'on aurait beaucoup avancé. Parce que cela aurait permis de savoir. Et ce qui est important déjà, c'est que même quand cela lui a été refusé, il a fait une enquête sur le terrain, il a envoyé des gens qui sont allés rencontrer des donneurs d'ordre au niveau de la diaspora. Il a sorti un gros document de plusieurs centaines de pages où il a pu obtenir des réponses aux questions fondamentales et constater qu'il y a ceux qui veulent qu'on continue avec la décentralisation, qui sont essentiellement minoritaires, ceux qui veulent le fédéralisme, qui au jour le jour deviennent moins nombreux par rapport à ceux qui aujourd'hui veulent la sécession, qui sont plus nombreux. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Si on fait un vox pop ou si on fait un sondage auprès des déplacés ou auprès de nos frères réfugiés camerounais au Nigeria et ceux qui sont encore sur le terrain à Boya Bamenda et là où c'est possible encore de faire le sondage, vous aurez exactement la grille de lecture que le cardinal Toumi a sorti dans son rapport, que les sécessionnistes sont aujourd'hui, plus le temps passe, ils sont plus majoritaires que les fédéralistes et ceux qui veulent la décentralisation. Et quand je parlais d'une question éminemment politique qui concerne encore jusqu'à aujourd'hui la forme de l'État, c'est de savoir, c'est de mettre sur la table la question de savoir est-ce qu'il faut retourner au fédéralisme, parce que le Cameroun a connu le fédéralisme entre 61 et 72. Et on se souvient qu'on est passé de la République fédérale à la République unitaire par un référendum fortement controversé. C'est de leur donner la possibilité de se prononcer sur cette question. Et on ne peut leur donner la possibilité de se prononcer sur cette question qu'à travers un dialogue, un forum où les acteurs qui sont sur le terrain, j'ai dit les groupes armés, parce les groupes armés ont un front qui sont sur le terrain armé et ils ont un front politique. Il faut leur permettre à ces différents groupes armés d'envoyer leurs représentants. Et je pensais qu'on avait avancé également sur cette question lorsqu'il y a eu la médiation suisse. Mais tout se passe comme si on n'en parle plus. Il n'y a plus d'avancée. Et c'est pourquoi l'ONU recommande encore au gouvernement camerounais d'avancer, d'évoluer vers une solution définitive et durable de la crise anglophone. Justement, après vous, Edmond Kamgafa Elvis, l'ambassadeur de France au Cameroun, dans une interview accordée à la télévision publique, a dit qu'il faut un accord de paix et un cessez-le-feu dans les deux camps avant d'aller vers la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que pensez-vous de cette position de la France sur la situation dans les régions anglophones? Est-ce que pour vous, la médiation suisse peut jouer aussi un rôle important vers le retour à la paix définitive et durable dans cette partie du Cameroun? Well, what the French ambassador has said, it is true that you will need things to be put in place before you start talking about reconstruction of the country. My only worry is that France is part of the problem in Cameroon, and France should take the bull by the horn, including Britain, who took time to separate the countries where we are and to make us come together in an unorthodox manner. But what you have to note, Nufele, is the fact that when we talk about disarmament committee or commission and reconstruction, I want to let you know that all of these committees put in place are a total waste of budget. Government, the Yaoundé regime is a confused one. Because when you begin to dance Bafia dance, you take the second step before the first. You will never expect a solution. In any conflict in the world, Nufele, once you want to resolve a conflict, after dialoguing, that is when the disarmament comes in. After dialogue, where both parties are in accordance. When they are in accordance now, they have agreed, just like you found in the issue of the Colombia. The rebels came out of the bush because they saw that there was already an agreement between them and the government. And most of the guns they had were put in public and destroyed publicly. Now, in the case whereby war is still ongoing, and they bring some masquerade people to tell you that these are people who have laid down their arms. I want to tell you, even in the National Dialogue in Yaoundé, I saw a musician, reggae musician, called Hamza from Bengi, my village, who was brandished as an Amba fighter who had surrendered. Can you imagine? If you go to Nzian division,
The politicians in Dian, as I speak now, are abusing the office of the Prime Minister. They go in and take boys that you cannot quantify if they are truly fighters, and they go to Uganda and say, these are fighters who have surrendered because they want to get money. It's now becoming politics. I am telling you that's the reality on the ground. I've been investigating. And Dian, if you look at Dian and Southwest region, Dian is a least hit area. But we get most of those whom they say they have surrendered their arms. The number is alarming in Dian division than even in Manu, than even in Meme division, where the war is at its peak. It should tell you the games CPDM people play politics with in Yaoundé. Now, in the issue of what the French ambassador said, as I said earlier here, if you want to solve the Anglophone crisis, Cameroon has been taking second step before the first. Cedric, where we are, this war can go over the next 20 years because Yaoundé regime is not the least willing. They only keep playing pretense. How do you explain to me that you put in place a commission for reconstruction when the war is ongoing? The question is, how do you go to Akwaya? How do you go to Mwa when guns are still exchanging in the air and they say billions have been put in place, over 9 billion? Cedric, we are not longer fools. Yaoundé regime, if you want to solve this problem, the only way, as we are saying here, I will tell them today, tomorrow and forever, that if you don't bring the stakeholders, there is no way you will keep Ayub Tabe in prison. There is no way you will keep Dr. Yabacho Lucas. There is no way you will keep other leaders who are in the diaspora and solve this problem with people here, Cedric, because these people have what it takes to finance the boys in the bush. They have what it takes to talk to the boys on the bush to lay down their arms. I am sorry that Cameroon is the only country in the world who want to solve a problem by refusing to put in place the main stakeholders. That's why you find ourselves wasting budget, military budget every day. Yesterday, I saw on my platform when I went on social media, I saw a young gentleman, a soldier, was being brandished with his wife and kids when he was taking Galong in Yaoundé, and I saw them shot in Noso. You can imagine how touching it is. That many soldiers now they have left behind widows and orphans. Is it normal that in a regime we want to sacrifice young soldiers, want to sacrifice young men, civilians are caught in crossfire because we refuse to do the right thing? But I tell you, even the French ambassador talking in Yaoundé, I hold him responsible. I hold France, I hold United Nations, because these countries were supposed to have taken the bull by the horn. You can't tell me that under international law, Cedric, there's a country that can bypass international law and go unpunished. It's abnormal. Après vous, Elvis, il y a une question aussi importante qu'a relevé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, c'est le refus du gouvernement d'accepter ce plan d'aviation qui doit survoler les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour distribuer les denrées alimentaires aux populations. L'ONU se plaint de ce que tous ces avions sont cloués au sol. Il y a des restrictions de la part du gouvernement. Pourtant, ces avions visent à distribuer des denrées alimentaires aux populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment expliquer de telles restrictions, Edmond Kambia? Vous savez, ce n'est pas nouveau en Afrique. Dans la plupart des pays africains où l'ONU intervient, ce genre de restriction est courant. On l'a vu au Congo, en République démocratique du Congo, où l'ONU ne peut pas, malgré sa forte présence au niveau des casques bleus sur le terrain, il y a quelques restrictions encore du gouvernement congolais dans la mise en œuvre de certaines actions de l'ONU sur le terrain. Et dans le cas du Cameroun, il faut mettre ça sur le compte de la frilosité du gouvernement, sa fébrilité et son attitude conservatrice. C'est-à-dire, en réalité, le gouvernement, en faisant des restrictions de ce type, donne l'impression qu'il cache quelque chose. Et c'est dommage parce que le fait de ne pas faciliter ce que à l'ONU, dans le droit international, on appelle les couloirs humanitaires, de favoriser les déplacements des camions, des avions, pour pouvoir permettre d'alimenter, de donner des denrées alimentaires aux populations en difficulté, ça pose un gros problème sur le plan du droit international. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte d'une ingérence au nom du droit humanitaire international, des soupçons qu'aurait le gouvernement sur les risques d'acheminement, que ce soit des armes ou tout autre matériel qui ne serait pas destiné aux populations en difficulté? Ce que vous dites me rappelle une forte accusation que le MINAT à Tangandi a faite à un moment donné contre les ONG, a accusé les ONG d'envoyer sur le terrain des camions, des véhicules
humanitaire, mais qui en réalité portait des armes pour alimenter les sécessionnistes. Et il me semble que la fondation Aya Abine avait porté plainte à un moment donné contre l'État de Cameroun et notamment contre le MINAD pour ces accusations-là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont avec cette affaire. Mais c'est pour vous dire en réalité que dans la plupart des pays où l'ONU est confrontée à ce type de situation, c'est que le gouvernement a l'impression que l'ONU, à travers son action humanitaire, veut en réalité protéger les sécessionnistes ou les armées entre guillemets. Mais je pense que c'est une mauvaise perception pour les gouvernements comme celui du Cameroun, comme celui du Congo, comme pour beaucoup d'autres pays, qui empêchent l'ONU de faire son travail sur le terrain. Parce que la mission de l'ONU, le but c'est la paix et la sécurité internationale. Partout où il n'y a pas la paix et la sécurité et qui influe dans les États voisins au niveau sous-régional, l'ONU est obligée d'intervenir parce que c'est sa mission principale, la paix et la sécurité internationale. Le Cameroun est un État membre de l'ONU. Donc, le Cameroun est appelé à écouter les recommandations et appliquer les résolutions de l'ONU au cas où il y a des résolutions. C'est pour dire qu'en réalité, dans la situation actuelle, plus le gouvernement va faire des restrictions, plus sa situation va se compliquer au niveau des Nations Unies. Quand il faudra se réunir, s'asseoir sur le cas Cameroun pour une réunion formelle. Edmond Kangia, pensez-vous que le gouvernement va accepter cette commission d'enquête indépendante et crédible que demande l'ONU sur le cas des massacres des civils survenus en Garbou? C'est l'une des formulations qui a été faite lors de la rencontre entre le secrétaire général, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, et le Premier ministre camerounais au sujet d'une enquête indépendante et crédible que demande l'ONU sur le cas de Garbou. À partir du moment où, sur le plan national, il y a une enquête, il y a une commission d'enquête qui a fait un travail, qui a associé un certain nombre de personnalités, y compris des personnalités de la société civile. Et on a vu que globalement, les résultats ont donné raison aux médias, notamment à Equinos, qui disait, et même à l'église, notamment à l'évêque de Kumbo, qui avait affirmé qu'il y a eu des massacres dans la localité de Ngarbou. On a vu le contenu du communiqué signé par le secrétaire général, président de la République, qui a reconnu les faits, qui a reconnu globalement les faits. Même comme nous n'avons pas le contenu du rapport final, mais la synthèse à travers le communiqué signé par le secrétaire général, président de la République, nous montre qu'il y a une certaine volonté du gouvernement à clarifier, à apporter de la lumière dans ce qui s'est passé. Et le gouvernement n'a donc pas intérêt à empêcher une commission indépendante sur la question. Parce que si le gouvernement n'est pas d'accord pour une commission indépendante sur la question telle que l'ONU le recommande, cela signifie que le gouvernement a caché des massacres à un niveau plus élevé. Et ce serait terrible pour la situation des droits de l'homme au Cameroun. Après vous, Edmond, Serge Soro, vous avez indiqué tout à l'heure que le chef de l'État est la clé de voûte de la résolution de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que doit-il faire aujourd'hui, après 3 ans et demi de guerre, avec une situation humanitaire désastreuse, 2 régions économiquement sinistrées depuis plusieurs années? Que doit-il faire aujourd'hui? La tâche du président de la République semblerait très ardue, mais à mon analyse, elle est très simple. Il faut remettre les vrais acteurs au devant de la scène. Vous ne pouvez pas écarter, par exemple, l'Union des populations du Cameroun de la résolution du problème national camerounais, comme Atangandji l'a fait en nommant des gens ici et là. Vous ne pouvez pas. Deuxièmement, moi je suis un peu circonspect sur les affaires de l'ONU. L'ONU n'a jamais résolu une crise. Et effectivement, l'ONU livre souvent les armes aux rebelles. Vous n'avez pas dit, je dis ceci, Lumumba a été assassiné alors qu'il était gardé par l'ONU. Ça c'est courant. Mais rien n'indique que c'est je dis, mais il était là. Et pourquoi ils ne l'ont pas protégé? Pourquoi ils ne l'ont pas protégé? Tout le monde sait ce que c'est. Vous êtes faible, on vous fouette. Attendez, allez donc faire des enquêtes en Israël. Vous savez quand est-ce qu'on a pris la résolution pour faire 2 États? Ils ne les respectent pas. Maintenant, comme nous avons des nations faibles, eh bien, on va nous taper dessus parce que nous sommes faibles. Mais si nous voulons construire une nation forte, cessons l'autoflagellation. Il y a des choses que je n'admettrai pas, même si j'étais gouvernant. Il y a des choses que je n'admettrai pas. L'ONU n'a qu'à donner. L'État du Cameroun est encore là, même s'il est mal gouverné. Si l'ONU
veut aider. D'abord, il n'y a plus personne là-bas. Le Nord-Ouest, il faut dire la vérité aux gens. Toutes les populations sont presque parties. Il faut dire la vérité aux gens. Si vous voulez aller en dehors des grands centres-villes, les députés qui ont été élus là-bas ou des dernières mandatures, tous habitaient Yaoundé. Voilà. L'ONU va aller donner la nourriture à qui? Qu'on nous dise la vérité. Qui livre les armes là-bas? Vous voulez me dire, Cédric, laissons le problème du Cameroun. Le régime a échoué depuis. Résolvons d'abord le problème de comment l'Afrique est gérée. Comment est-ce que les armes arrivent là-bas? Vous savez que si vous avez une munition ici et que vous la tirez, on peut vous dire où vous l'avez achetée. Pourquoi on veut dire aux Camerounais que c'est compliqué? Moi, j'ai commencé par dire que les revendications sont fondées, mais l'approche de la sécession n'est pas bonne. Je ne suis pas d'accord. Maintenant qu'il y a la guerre, je dis que le gouvernement camerounais est en train de ne pas vouloir résoudre le problème. Vous savez pourquoi? Pour quel intérêt? Mais ils utilisent cette zone comme une carte au cas où Biya ne serait plus là, ils vont rester au pouvoir. Mais officiellement, ils disent qu'ils veulent que la paix Non, mais revienne dans ces régions. je dis, entre ce que vous dites et ce que vous faites, on voit bien la vérité. Vous n'allez pas commencer par mettre en place un comité alors que vous n'avez pas encore des résolutions pour résoudre la guerre. Vous dites aux gens de sortir, de déposer les armes. Je vous ai dit que qu'est-ce que ça coûte au lieu de prendre des gouvernants oisifs et incompétents pour créer des comités, d'appeler les Camerounais qui se battent, qui se sont même sacrifiés depuis. Pourquoi vous faites le lien entre la crise anglophone et l'après-Biya qui sera en train de se préparer? Mais parce que c'est en train de se jouer là. Vous croyez que cette crise, on ne pouvait pas la résoudre au début? Vous avez vu comment ça avait commencé? Nous, je me souviens à l'UPC, avant que les grèves ne commencent, on avait écrit qu'il faut vite un dialogue national parce que le Cameroun, je me souviens sur un plateau, et je crois nous avait interpellé pour nous demander pourquoi on disait ça. J'avais dit que le Cameroun est au bord de l'implosion sociale et d'une guerre civile. Je crois 2 semaines après, la crise a commencé au Nord-Ouest. Mais c'est visible, je vous dis ici à Douala, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous réveiller un matin, le pays sera à feu et à sang à Douala. Mais regardez, quand vous mettez des gens qui sont diplômés, qui sont des pères d'enfants, qui ont des qualifications avérées, pour qu'ils deviennent des simples vendeurs de puces de téléphone, conducteurs de moto-taxi, vous vous attendez à quoi? Ce sont des emplois là-bas? Un pays qui abandonne ses enfants dans la rue? Non, il faut que le président Biya accepte et ait le courage de son âge. Il a dit qu'il a la force de l'expérience et la faiblesse de l'âge. Comme il est faible en âge, et qu'il a l'expérience, qu'il mette son expérience en avant et qu'il invite les vrais acteurs. Je dis, nous sommes les acteurs de demain. Qu'ils le veuillent ou pas, nous sommes les acteurs de demain. Il est dans l'histoire du Cameroun et il est un monument. Mais le régime a échoué. Pourquoi? Parce que le régime est sur une mauvaise route. Il faut changer de route. Il ne s'agit plus un esclave affranchi qui continue à singer son maître ne sera jamais libre. Nous ne pouvons pas continuer. Je vais plus loin. Parce que je n'aurai pas l'occasion peut-être d'aborder un débat de fond un jour. On ne peut pas continuer à avoir des pays qui dépendent pour leur défense de la France, qui dépendent pour la monnaie du franc CFA, qui dépendent pour la santé de la France, qui dépendent pour l'éducation, même les livres. On continue à tendre la main, mais c'est quand même ça a trop duré. Vous n'allez pas continuer à nous dire que c'est le contexte international et qu'ils sont obligés de le faire. Mais comme ils ont été préparés à cela, ils l'ont dit ouvertement, nous sommes les employés de la France. Nous leur disons que nous ne sommes pas les employés de la France. Nous ne pouvons plus travailler pour la France. Nous voulons travailler pour les Camerounais et pour le Cameroun et pour l'Afrique. Nous avons décidé délibérément de faire ce choix et nous l'assumons jusqu'à présent. Ceux qui nous connaissent le savent. Le Cameroun a et il y a de nombreux Camerounais. Ce n'est pas une question de partenariat international. C'est une question de conception d'un développement endogène, Cédric. On ne peut pas continuer à enseigner à nos enfants que l'Afrique n'a rien créé alors que nous sommes à l'origine de l'histoire de la civilisation. Et on continue à les envoyer dans ces écoles. Il est temps qu'on arrête ça. Je vous disais maintenant qu'on ne peut pas imaginer un pays dans crise comme pour la Covid-19. Aucun Camerounais, laboratoire de bon, qui a pignon sur une, s'est assis, a pris les masques qu'on nous apporte de Chine, les a froissés, les a passés à un spectromètre de masse pour nous dire qu'ils sont même bons. Aucun. Dès qu'on dit en haut que c'est bon, tout le monde dit que c'est bon. Dès qu'un Français ou un Anglais ou un Espagnol commence à débiter des choses dans les réseaux sociaux, on vous dit voici la solution alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Pourquoi ne prenons-nous pas le courage de nous assumer comme des êtres intelligents et libres qui avons le bon sens? Descartes, le plagiaire, l'a dit, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais nous refusons d'exercer notre bon sens dans le cadre de la crise anglophone. Je le redis, le président de la République a 5 étapes.
le cardinal Toumier, là, il y a plein d'hommes de bonne volonté. Désignez-les officiellement comme les contacts préliminaires, qu'ils aillent en mission. Donnez-leur les forces de l'ordre, qu'ils aillent rencontrer les gens qui sont en guerre. Mettez Sissoko Ayouk et les autres en résidence surveillée, sortez-les de l'autre prison d'abord. Mettez-les quelque part et envoyez les gens discuter avec eux. Après, qu'ils vous donnent leurs engagements préliminaires, parce que je leur dis, la sécession ne peut pas prospérer. Il faut dire aussi aux sécessionnistes la vérité. La sécession ne peut pas prospérer. Maintenant, sur les deux autres questions, discussion sur le choix de fédéralisme, on va s'asseoir, nous sommes Camerounais. Et la forme de l'État qui va triompher, on va l'adopter. Un État qui est fédéral ne veut pas dire qu'il n'est pas uni. C'est faux. L'Allemagne est fédérale. Vous n'êtes pas plus unis que l'Allemagne. Maintenant, on peut aussi laisser la fédération et adopter la décentralisation. Ça peut marcher, il faut le dire aux anglophones. Ça peut marcher. Si le Cameroun décide même qu'il ne parle plus ni anglais ni français, on va faire la fédération sur quelle base? Si on dit qu'on parle Douala, Bassa et Ondo, et plus, qui va nous arrêter? Qui nous a d'ailleurs dit de garder ces langues? Les gens ont appris le français au Cameroun en 3 semaines, vous le savez. Quand l'Allemagne a perdu la guerre, en 3 semaines, les gens qui ne parlaient qu'allemand se sont mis à parler français et anglais. Ça peut se faire, donc la langue n'est pas une base. Troisièmement, il faut que les gens sachent qu'avant de mettre en place le comité de développement, la reconstruction, des deux côtés, que le gouvernement pose ses conditions pour la paix, qu'ils disent même aux anglophones, aux sécessionnistes, que nous, pour qu'on aille à la paix, vous allez déposer les armes les premiers. Mais que chacun au moins se précise ses conditions pour la paix, et que les sécessionnistes aussi donnent les autres. C'est à ce moment seulement qu'on peut envisager un dialogue, même si les Suisses, les Anglais ne viennent pas. D'abord, ils viennent chercher quoi ici? Donc nous ne sommes pas assez mûrs pour dialoguer entre nous. Quelles sont ces histoires où quand les Africains veulent s'asseoir, on commence à appeler les autres? Pourquoi ils ne vont pas s'asseoir en Israël, entre Israël et la Palestine? Qu'on arrête ça. Ça doit être un problème camerounais et africain. Moi, je suis catégorique là-dessus. Que l'ONU et les autres nous excusent d'abord. Deuxièmement, une fois que le président Biya aura fait ça, il faut qu'il fasse un geste. Vraiment, l'affaire de mourir au pouvoir, là, c'est dangereux. Mais le président ne l'a jamais dit. Non. Il n'a jamais dit. Le seul fait d'être allé aux élections en 2018, là, est dangereux pour l'Afrique et le Cameroun. Il faut commencer qu'il est en bonne santé. Des partisans. Non, je n'ai pas parlé de sa santé. Je vous ai dit que si j'avais un enfant qui devenait comme Biya, je serais l'homme le plus heureux. Est-ce qu'il n'est pas bon qu'il soit assis quelque part à regarder ses petits-fils et qu'ils disent voici le Cameroun que j'ai laissé au Camerounais qui continue à marcher? Vous n'êtes pas fiers d'observer votre œuvre? Ça, c'est la grandeur. Nous pour ceux qui ont une petite initiation chrétienne, le Christ, Dieu le Père, on dit, nous dit-on, dans les écrits, quand il a fini, le 7e jour, il a contemplé sa création. Contempler. Il faut qu'il sorte. Qu'il n'attende pas que ce soit un accident de l'histoire. Et il faut qu'il le montre surtout pourquoi. Laissez-moi vous le dire. Parce que dans les gesticulations, même dans les réseaux sociaux, on a commencé à entendre des approches farfelues du genre le pouvoir de gré à gré. Voilà les choses où aboutissent une situation de flou. Il faut simplement, moi je dis qu'il faut simplement revenir sur une bonne constitution. Dire qu'on va limiter les mandats, dire que l'organisation des élections sera décentralisée, qu'on pourrait avoir les élections à l'instantané avec des résultats. Voilà les choses, comme il a dit un jour, qu'il aimerait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté au Camerounais la démocratie. En clair, vous la prospérité, elle ne deviendra pas, il faut qu'il l'oublie. Vous êtes en train d'ouvrir ce débat sur la réforme constitutionnelle qui est demandée par les Camerounais, non pas pour permettre à un pouvoir en place de s'éterniser à la tête du Cameroun, mais de mener des réformes consensuelles qui permettent aux institutions de garantir cette démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez, Edmond Kambia? Vous savez, nous sommes à l'heure du soupçon. Le soupçon est fort dans le contexte sociopolitique actuel, caractérisé par la bataille des réseaux et des clans au sein du pouvoir pour le maintien, n'est-ce pas, du système. Et en face, il y a dans l'opposition, à travers certaines formations politiques, des leaders qui ont décidé que ce système qui a perduré depuis les années d'indépendance, il faut bien que ça s'arrête. Et que le RDPC, qui, à travers son chef, le président de la République, le président national du RDPC, a voulu que le Cameroun soit un pays démocratique, un pays respectueux des droits de l'homme, puisse au moins faire la première chose, la chose la plus minimale qui soit. Vous savez, quand le président de la République prête serment, c'est sur la Constitution.
il jure de veiller au respect de la Constitution. Or, si c'est la Constitution qui doit être tripatouillée en fonction de sa volonté de perdurer au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir, sans tenir compte des aspirations démocratiques des Camerounais, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas vouloir une chose son contraire. Parce que veiller au respect de la Constitution, c'est veiller à ce que la Constitution soit appliquée telle qu'elle. Or, plusieurs fois, la Constitution a été modifiée. Et une des fois où la Constitution a été modifiée en violation d'un consensus politique, ça a été en 2008, lorsque le verrou de la limitation des mandats a sauté de manière unilatérale. Mais cette modification a été soumise au Parlement qui l'a adoptée en majorité lorsque le chef de l'État a émis ce projet de loi portant modification de la Constitution. Cela montre qu'il y a eu un consensus puisque il y a eu des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale qui ont accepté d'aller vers cette modification de la Constitution et cette levée du verrou qui limitait les mandats présidentiels. Quand je parle d'un consensus, je rentre dans les grands débats que nous avons connus au Cameroun pendant la rencontre tripartite. Et c'est à la rencontre tripartite qu'il y a eu la nécessité d'appliquer un certain nombre de consensus qui ont fondé l'existence de certaines dispositions dans la Constitution, y compris le mandat présidentiel. C'est-à-dire, il y a eu une entente sur le fait que le mandat présidentiel serait de... Initialement, l'opposition voulait 5 ans renouvelables une seule fois. Mais le consensus a voulu que ce soit 7 ans renouvelables une seule fois. Et tous étaient d'accord là-dessus. Et dans l'imagerie populaire, notamment des opposants de l'époque, il se disait que si le chef de l'État s'octroie encore maximum 2 mandats, en 2011, il serait parti. Mais le chef de l'État a violé cette disposition, je dis, qui est partie d'un consensus. C'est l'ensemble des forces politiques du pouvoir et de l'opposition qui avait décidé qu'on ne toucherait pas à ces dispositions-là. Et il y a un autre article aussi qui fait partie de ce consensus-là. Il y a l'article 66 de la Constitution qui n'est toujours pas appliqué parce que le chef de l'État n'a jamais signé le décret qui met en place la commission de réception, les déclarations des biens à avoir. Mais 2008, on parle aussi d'un appel du peuple qui a justifié cette modification de la Constitution. Mais l'appel du peuple, c'est le RDPC pour être derrière le chef de l'État dans cet esprit de modification de la Constitution. Je connais ce langage-là. Il y a presque chaque fois qu'il y a un renouvellement de mandat ou élection présidentielle, il y a au niveau du RDPC, il y a des pontes du régime qui animent la vie politique et suscitent auprès du chef de l'État l'appel du peuple. Mais de quel peuple s'agit-il? On voit ici des motions de soutien dans le quotidien gouvernemental. C'est ça qu'ils appellent l'appel du peuple. Ils en ont fait 5 volumes. 5 volumes, édités par Sopeka. Vous voyez, 5 volumes de motions de soutien, essentiellement du RDPC. Or, le peuple camerounais n'est pas constitué uniquement des militants du RDPC. Voilà une première chose qu'il faut noter, ce n'est pas le peuple. Il faut dire le peuple du RDPC et non pas le peuple camerounais. Parce qu'au Cameroun, il y a plusieurs formations politiques. Il y en a qui sont dans l'opposition, il y en a qui sont au sein du pouvoir. Donc le peuple camerounais, si on veut parler du peuple camerounais, c'est un ensemble. Il y en a qui ne sont même pas dans les partis politiques. Il y en a qui ne militent même nulle part. Donc c'est pour vous dire qu'il y a, au niveau des concepts, on a violé certains termes. En tout cas, on a instrumentalisé certains termes pour des raisons politiciennes. Je vais répondre à votre question, parce qu'elle est forte. La question que vous posez, est-ce qu'il faut aller à une révision constitutionnelle aujourd'hui, ou modifier la Constitution aujourd'hui? Et cela rappelle les débats en cours sur la question du gré à gré, qui n'est pas, il faut le dire, parce qu'il y a eu également un ami qui est avocat au RDPC, qui m'a laissé entendre que le gré à gré n'est pas une notion, un conseil politique. J'ai dit oui, c'est pas un conseil politique. Mais vous savez de quoi il s'agit. Le gré à gré, on l'utilise pour des questions économiques et autres. Mais quand on dit gré à gré en politique, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Parce qu'au Cameroun, depuis 1958, nous n'avons connu que les gré à gré. C'est-à-dire que lorsque le Premier ministre Mbida a démissionné au profit d'Amadou Ahidjo, c'était un gré à gré. Lorsque, en 1982, Paul Biya succède au président Amadou Ahidjo, c'est un autre gré à gré, puisqu'il avait fait en sorte que la Constitution prévoit que le Premier ministre, que Paul Biya était déjà en 1975,
en 79, il y a eu cette modification qui lui a permis de succéder constitutionnellement au président de la République. Et le danger aujourd'hui, quand on parle de gré à gré, c'est que il y a des petits malins, je préfère dire ça ici, qui sont aux côtés du chef de l'État, qui veulent l'amener à faire passer un projet de loi qui permette qui est la création d'un poste de vice-président, qui annule tous les effets, tout le contenu et les effets de l'article 6 alinéa 4 de la Constitution, qui prévoit que c'est le président du Sénat qui peut assurer l'intérim et permettre plutôt à un vice-président d'achever le mandat du président de la République et éventuellement, au cas où le président de la République démissionne de ses fonctions, que ce soit le vice-président qui continue. Et c'est ça qu'il faut comprendre par gré à gré. Officiellement, rien n'a été dit sur ce projet de loi et le parti au pouvoir, le RDPC, qui a mandaté ici, sur ce plateau de droit de réponse, Marlise Doualabel, à la dernière minute. Elle a fait part de son indisponibilité et plusieurs autres militants du RDPC ont été sollicités en vain jusqu'à cette heure. Elvis Taillon, officiellement, l'Assemblée nationale a repris les travaux. Il y a eu une réunion du Congrès pour la prestation de serment de nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Rien n'a été dit sur un projet de loi portant bonification de la Constitution jusqu'à cette heure. Pour autant, le débat enfle sur le plan politique sur des éventualités, des scénarios qui viseraient à pouvoir arriver à un tel projet. Quel est votre regard sur cette situation? Well, I call that an aspect of no news. National Assembly, the Senate, one and the same kangaroo house, functioning the way they function. Do you know that it is very hurting if you come from the northwest or the southwest region to hear that for 4 years running, the Senate and the National Assembly have never sat down to hold the House hostage to talk about the Anglophone crisis? It tells you that we are drifting towards two different countries. It is a call for concern. It is a call for concern that I come from the English-speaking part of the country and have parliamentarians where they were handpicked by one level or senators handpicked, and they go there and they stay quiet with sealed lips. Of course, we know what Honorable Wilbadi tried. He could not go. Honorable Barazem equally tried and he could not go. But the one worrying aspect is that when you are a parliamentarian, if you come from Momo East, you come from South, Ngelemunduka, Mayong Mesala, the moment you climb up at the National Assembly, you become a parliamentarian for the entire nation. Meaning that the problem that affects far north region with Boko Haram is supposed to be a concern, just like the problem that affects northwest, southwest. I tell you that as we speak now, Garabu incident came in. Nobody in the parliament has mentioned it. Civilians killed in Bui recently, nobody has mentioned it. And the war is raging on and on. They are only interested in their extra allowances and in putting in place members of commissions, members that have been appointed in the various departments of the National Assembly and the Senate. Is that the kind of law house we expect in this country? I don't think so. Because if we're talking, if we had a credible house in this country, they should have been able to hold the session hostage. I would have expected an MP from the far north Marochanaga division to say, no, attends ici. Il faut qu'on résume l'affaire de Christ anglophone. Ici, avant d'autres affaires. But they stay mute. Is to tell you that there's a carefully calculated attempt, as I am believing, that même si meurt là-bas, on s'en fout. I am sorry to say that. They are listening to me there in Yaoundé. What are they doing at the National Assembly? Desperate problems need desperate solutions. Even if you have an agenda, there was a lot of the last sessions of the Assembly last year when they tried bringing in the problem and Kamanyege Djibril said no. Nous ne sommes pas ici, nous sommes pour le budgétaire. On va traiter ça après. Now we have had après. Let me tell you that it tells me that we are two different people in this country. Because I feel the pinch from the northwest and the southwest. That's why when CRM says no to the war in the northwest and the southwest, people take it for granted. When we talk about National Assembly, parliamentarians, what are they doing there now? The killings in the northwest, southwest, both soldiers, civilians, armed fighters and all. What interest is this? If you hold laws that you will come and, just like my brother here from UPC said, people have escaped from the northwest, southwest. I am telling you, if you go, there's a shift. Those from the far north, northwest and far north, southwest
have moved to other towns like Kumba and Manfe. Those who were originally in Manfe are now in Boya. Those who are in Boya are now in Douala or Yaoundé. If you go to Bamenda, in Nwa, and the other areas, those who are in Nwa have moved to Kambe. Those who are in Kambe have moved them to Bamenda. And other places like Indop, Benakuma and other like. Those who are originally in Bamenda like us escaped to Douala. Parliamentarians, mayors are now in Yaoundé. And the very parliamentarians who have bought houses, many of them, carry out the research. Many parliamentarians and senators have bought houses in Yaoundé now. They are permanent site. Mayors are moving now with stamps in their hands. When you want to carry a contract or you want to sign a document, you meet them, they call you, where are you? You say, I'm in Yaoundé. Meet me this day. And you come there, they sit in a hotel, sign a document, they give you a small money, you drink Mimbo, and you go. That is the kind of kangaroo government we have. So if we are talking about the parliament and the June session here, I don't see that agenda, apart from slashing of the budget 11% to suit what we call the current COVID-19 issues. At the end of it, Cedric, we should be honest because some of us have been taken as dogs. Of course, a governor in the Southwest region called some of us dogs. That one is on tape. And where we are now, we think that if we are talking about vivre ensemble, on va pas tenir des propos injurieux et déplacés. If we are talking about vivre ensemble, on a quand même vu ces parlementaires se sont réunis en fin 2019 pour mettre sur pied cette fameuse loi sur la décentralisation. On a vu des initiatives de certains députés SDF, PCRN et UDC qui ont tenu à faire un peu sur la crise anglophone. When you talk about decentralization, the truth is that it is a ping-pong game. Should I call a soothsayer to interpret it for you? No. Because the problem with the Anglophone crisis, the form of state is present. And if you look at the laws on decentralization, it is a law of centralization that comes in disguise. Do you know that when we talk about city mayors, apart from Bamenda, where the government delegate is different now, in Kumba and Limbe, is it normal that the same government delegates come back in disguise as city mayors, and all the city councils are under the supervisory authority of the senior division officer? What kind of decentralization are you telling me here? The same system, name changed, the name has changed, but the system is put in place, and they look us for fools. Mr. Nufele, Anglophones are no longer fools as Yaoundé regime thinks. Because not only Anglophones. Oh, sorry. Yeah, thank you. People like UPC are accepted. The law is the same. People like MRC and other like, we are no longer fools because when we talk about decentralization, Mr. Nufele, why is it taking long since 1996 to be applied to today? It is a carefully calculated attempt. I heard you citing the Limbe Gypsy port that has been according to us and blah 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 blah. Citing is one thing, according the advantages and its operation is another. Therefore, in a kangaroo system, the Yaoundé regime want to make us feel that they are thinking of us. I think that, Mr. Nufele, we must do everything because this is the time, if we have a credible parliament, a credible senate, this is the time they should call on the ministers that be to address the Anglophone crisis because how long shall we continue dying? 4 years now, parliament has been holding 3 times per year, 3 times 4, about 12 times have been holding without resolving the Anglophone crisis. And we are still here in another June session. What are they doing there? Après vous, Elvis, j'aimerais, avec la réaction de Serge Soros, ce Parlement qui s'est réuni ce mois de juin 2020, depuis près de 3 ans et demi de guerre dans les régions anglophones, aucun débat parlementaire sur cette crise. Pour autant, ce Parlement s'est réuni en fin 2019 pour adopter une loi portant sur l'accélération de la décentralisation et l'introduction de ce fameux statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces députés, ces sénateurs peuvent jouer une action importante pour amener le gouvernement à prendre les décisions décisives, les décisions indispensables pour amener la paix au Cameroun? Non, dans ce système, ils ne peuvent pas, parce que tous les pouvoirs sont présidentiels au Cameroun. Vous savez que le président peut dissoudre l'Assemblée. D'ailleurs, l'Assemblée ne connaît pas son ordre du jour. Donc là, il faut d'abord le dire clairement aux Camerounais. C'est pour ça que nous disons que la bataille devrait être longue. Et les gens ne devraient pas perdre patience du fait du contexte difficile. Parce qu'on aurait dû fragiliser ce régime avec l'enthousiasme qui était sorti des élections présidentielles. On aurait pu le fragiliser en allant aux dernières élections tous. Mais bon, les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Moi, je n'attendrai rien de cette assemblée. Parce que déjà, il y a les députés camerounais pour la plupart. Les gens viennent, on s'arrange souvent à écarter ceux qui peuvent même faire le travail
pour recruter des opportunistes de circonstances et faire croire aux Camerounais que c'est des nouveaux leaders. Ils ne peuvent pas. Parce que moi, à l'Assemblée, j'aurais peut-être d'abord demandé qu'on réduise les indemnités, y compris la mienne si j'avais été élu. À quoi ça sert à un député d'avoir autant d'argent pour travailler 4 mois? Et il y a en plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire de micro-projet? Est-ce que c'est les députés qui doivent faire les investissements? Les députés camerounais ne représentent pas le peuple camerounais. Ils représentent leur famille. Et vous connaissez leur principale activité, c'est faire des marchés publics et des trafics d'influence. Citez-moi un seul exemple d'un acte pris par les députés qui soit allé dans le sens des Camerounais. Aucun. Ils attendent. Et ils attendent que parce que c'est le gouvernement qui les met aux ordres. Aucun ne peut s'opposer. Voici une situation réelle depuis 4 ans. Pourquoi les députés ne refusent pas de siéger en disant que si on n'amène pas la question anglophone ici, pourquoi on en débatte au moins? Mais en 2017, il y a eu des députés RDPC qui ont adressé une correspondance. Non, c'est parce que les députés SDF demandaient à ce que il y ait une libération des acteurs qui avaient été interpellés. Non, c'était une façade. N'oubliez pas. Les tensions. N'oubliez pas qu'il y avait un jeu. Le SDF insistait pour que la question soit inscrite à l'ordre du jour. Oui. Le RDPC est majoritaire. Si le RDPC voulait vraiment, il n'avait pas que quelques députés pour le faire. Kaba Yege est président de l'Assemblée du RDPC, non. Il a le droit, il peut faire un ordre du jour. Quand il y a un retard. Parce que là, le gouvernement est fort clos. On doit leur donner l'ordre du jour 15 jours avant au minimum. Au minimum. Et quand ils n'ont pas ça, la loi prévoit qu'ils peuvent siéger et décider de ce qu'ils vont mettre dans leur débat. Ils peuvent même corriger l'ordre du jour. Mais je vous dis que ces députés sont là. Tous font des marchés publics. Allez vérifier. Tous, dès qu'ils sont élus, ils veulent recruter des gens. Voilà, on a dit qu'on veut leur acheter des voitures. Ils font quoi avec les voitures? Ce sont les avantages prévus par la réglementation. Dans un pays en crise, où nous sommes en train de demander de l'aide pour aider, pour soigner des gens, ils ne sont pas, s'ils aiment vraiment les Camerounais, s'ils sont élus pour les Camerounais, ils ne peuvent pas décider que 25% de ce qu'on leur donne gratuitement, qui ne sert à rien, rentre dans les caisses de l'État pour aider le peuple camerounais, qui les a élus, disent-ils. Moi, je ne compte pas sur eux. Moi, je dis ceci. Les citoyens camerounais, parce qu'il n'y a que 6 millions d'électeurs, il faut, voici le moment, n'attendons pas demain. Ne nous laissons pas endormir par les gens qui disent que le contexte est tellement verrouillé que le régime ne peut pas tomber. C'est faux. Si les Oumniobé ont milité sous la colonisation et ont fait avancer le débat, ce n'est pas le RDPC qui peut nous battre. L'un des jeux consiste souvent justement à dire aux gens, n'y allez pas, tout est verrouillé. C'est faux. Il faut que les gens aillent s'inscrire. Que le moment venu, on sanctionne ces gens-là parce qu'on en a assez. Mais je continue à dire que nous avons une possibilité de sortir et de montrer aux Africains que des Africains peuvent faire autrement. Et cette solution est entre les mains du président de la République. Je ne manquerai pas de le lui dire chaque fois que j'aurai l'occasion. Le chef de l'État a entre ses mains les clés de la solution et du bonheur des Camerounais. Je lui redis que si la prospérité s'est éloignée du fait des conjonctures, la démocratie au moins est encore accessible. On a commencé, avançons encore un peu. Et au-delà de la question politique, il y a la crise sanitaire que subit le Cameroun et le chiffre du jour, 9 572 cas positifs au Covid-19 à la date du 13 juin 2020, 275 décès et 5 570 cas guéris au Cameroun. Avec vous, Edmond Kamgia, le Cameroun qui va bientôt franchir la barre de 10 000 cas positifs au Covid-19 en l'espace de 3 mois que la pandémie frappe de plein fouet le Cameroun. Comment analysez-vous cette évolution, cette progression de la pandémie? La progression est vertigineuse et elle est liée en partie à l'assouplissement des mesures qui avaient été prises au départ par le chef du gouvernement, avec la réouverture des débits de boissons après 18 heures, les snack bars, les restaurants et autres. Il y a eu également, je parlais tantôt de la cacophonie gouvernementale qui faisait en sorte que certains ministres n'accompagnaient pas de manière efficace le ministre de la Santé dans sa mission de lutte contre le coronavirus. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'avec cette montée vertigineuse, on s'achemine, selon certains experts, vers ce qu'on appelle le pic. Le pic, ce sera 10 000, 15 000, 20 000. Attendons de voir. Mais il me semble aujourd'hui, surtout avec le retour
des enfants dans les salles de classe du primaire, du secondaire et de l'université, il faut s'en inquiéter. Il faut véritablement s'en inquiéter avec le nombre sans cesse élevé de personnes testées positives. C'est une des raisons pour laquelle j'estime qu'il y a une mesure qui a été avancée par le gouvernement qui vise à décentraliser davantage les tests. Je souhaite que cette mesure soit renforcée, la décentralisation des tests, et qu'au niveau de chaque commune d'arrondissement, qu'il y ait suffisamment de tests qui puissent permettre de tester le maximum des populations pour que la prise en charge soit le plus rapide possible dès lors que quelqu'un est testé positif. Mais aussi que les infrastructures qui ont été aménagées et qui ne sont pas terminées à Yaoundé, à Douala et dans d'autres localités, qu'on achève, n'est-ce pas, la mise en place de ces infrastructures, notamment au stade militaire de Yaoundé, le stade Mbapelepe à Douala, on n'en parle pas, mais il faut achever, il faut faire en sorte que ces lieux-là soient déjà prêts pour accueillir des malades et qu'on puisse les soigner s'ils arrivent à ce moment-là. Parce que je disais donc tantôt qu'avec le retour des enfants dans les salles de classe, je suis très très inquiet parce qu'on n'a pas pris le temps de faire en sorte que les enseignants qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, en tout cas les enseignants âgés soient testés. Aujourd'hui, je pense que mieux vaut tard que jamais. On veut encore le faire. La question du système de santé se pose également avec vous, Fa Elvis Taillon. On a vu plusieurs hôpitaux de district qui se plaignent de manquer d'équipements adéquats pour faire face à la pandémie du Covid-19 et la situation est encore plus grave dans les zones reculées. Kavaye Guédibril, le président de l'Assemblée nationale, l'a indiqué, il faut que les centres spécialisés de prise en charge soient opérationnels dans les 10 régions du Cameroun. Pour vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour renforcer la lutte contre cette pandémie du Covid-19 au Cameroun? Well, the only proposal I can give is that one, the government should be truthful. Because when you look at the government that boasts that they can do everything that equal to the task, whereas other countries work with all stakeholders and they are still finding difficulties. With our Survivor Cameroon initiative put in place by President Penda Ekoka, you saw how we came. Wanted to assist the government, and the government and the Minad probably says, no, go and see Minad, and they started toasting us up and down. These are the issues we are talking about here. I want to let you know, Mr. Nufele, that the issue is, as you find the numbers skyrocketing, even with the Survivor Cameroon initiative, we had indicated that if care is not taken, the issue will be out of hand. But as an arrogant system, they took it for granted. I was in Bamenda. I looked at, when you get into Bamenda Regional Hospital, the entrance, you have a center that takes care of the COVID-19 cases in a makeshift plastic tent in a town that is cold. I mean, very cold. You ask yourself, how can this place survive? Those who were on the Mungo Bridge disappeared more than a week ago. And they were testing one way when you live from here to Boya. And I told them, it could be good if you could be testing to and fro. More than a week ago, they have disappeared. It means COVID has disappeared on that highway. Is it possible? No. And we had said several times that governments like in Nigeria and Ghana, they recruited youths who had to assist health personnel working on the highways morning and evening, 24 on 24, to and fro, to check and do the testing. We don't find that in Cameroon. If you are entering Bamenda, they will test you at Matasem. If you are coming back from Bamenda, they don't test you. Meaning that they don't know that there is COVID tested already in Kumbo. There is COVID in Bengui. There's COVID in Bamenda. And they are not aware that you can take COVID from Bamenda, you come and contaminate again here in Douala or other towns. So you see, the government has lost stamina. They have nothing to offer. All they know is just to be bullying at political oppositions who want to bring ideas for the country to go ahead. See where we are today. We are at 10,000. And I told them, when you open schools, both the ministers of education pretended toutes mes sont sur place pour combattre COVID-19 dans nos milieux scolaires. Do the testing of children now. In the next, it takes 14 days to mature. I am afraid that after 1 month or 2 months, the children who will come back with COVID in the houses will be another worry. Minister probably had one time told us here that they started testing at homes. And they said they have tested. I came on this platform and said, I have not seen them in Bonaberi since they said they were testing till today. Other countries do house-to-house test till today. Cameroon government has not done that. So at the end of it, Mr. Nufele, we are fooling ourselves. Yaoundé has nothing to offer, and we think that it's time for them to be thinking the other way around. Because when we brought Survivor Cameroon initiative,
they will take it for granted. See where we are today. It is a call for concern that if Cameroonians don't take the bull by their horn to protect themselves individually, I am afraid before 1 month, we'll be talking about 20,000 in this country. Serge Soran, on évolue dans la pandémie. Le gouvernement estime que c'est parce qu'il y a plus de tests que l'on a désormais cette évolution croissante des cas positifs et qu'il y a également un nombre important de personnes qui ont retrouvé la santé, près de 570 cas guéris sur 9572 cas positifs au Covid-19. Le gouvernement estime que les chiffres sont plutôt satisfaisants, la situation semble maîtrisée. Est-ce que vous partagez cet optimisme du gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire actuelle? Non, je ne peux pas partager l'optimisme du gouvernement camerounais, c'est d'autant plus que l'échec généralisé du régime Ahidjo Biya fait que on connaît l'échec et la paralysie de notre système sanitaire. Ils ne peuvent pas nous dire. Même si je ne suis pas très alarmiste, je dis c'est une question d'abord individuelle. Chacun doit se prémunir parce qu'on sait le gouvernement ne se soucie pas de nous. Mais je dis aussi qu'il faut qu'on fasse attention avec la question de la Covid-19. Parce que c'est une grippe, nous a-t-on dit. La grippe est virale. Mais pourquoi nos scientifiques ne se mettent pas au travail? Parce qu'il y a des vérités. Tout le monde sait que ce n'est pas souvent la grippe qui t'attrape, qui te tue, mais que dès que la grippe se combine à une infection bactérienne, si je parle terre à terre, quand vous avez la toux ici chez nous, le médecin vous dit qu'il ne faut pas qu'elle s'infecte. Mais pourquoi face à cette grippe, comme l'ordre est venu d'en haut, tout le monde veut faire ce qu'on fait là-bas? On a confiné en Italie, il y a eu des morts. Vous êtes sûr que c'est ça la solution? Pourquoi ne nous... Moi, je dis, à chaque crise, il faut voir la crise et une opportunité. Peut-être que la Covid est un instrument qui nous est envoyé pour qu'on se libère de l'organisation de la santé que nous avons hérité des régimes néocoloniaux. Pourquoi dans ce pays, sachant qu'on ne peut pas confiner les gens parce qu'ils sont à la merci, qu'ils vivent au jour le jour, on n'a pas réfléchi à des mesures plus structurées? Je prends la mesure relative à la rentrée scolaire. Tout le monde sait qu'on peut mettre 20 élèves par classe, que ce n'est pas le plus difficile. Mais après, il faut qu'après chaque cours, on puisse désinfecter les classes. Il faut que les enfants, en arrivant à la maison, les vêtements qu'ils avaient, avant d'aller saluer leurs parents, qu'ils puissent aller se laver et les mettre quelque part pour qu'au bout de 2 heures, s'il y a le virus dessus, qu'ils décèdent. Mais il y a un problème qui va se poser. La kleptomanie qui anime nos gouvernants et l'esprit de corruption, dès qu'il y a une cagnotte, ils veulent s'en emparer pour que les autres Camerounais n'aient rien, a fait que, au lieu de confier des équipes mobiles, par exemple, aux mairies, avec un budget, puisqu'on nous a dit que le chef de l'État, parce que lui, c'est lui qui donne maintenant l'argent, le Cameroun n'a plus l'argent, pour que ce soit le président qui donne l'argent. Parce que lui, apparemment, il a un arbre qui produit l'argent au palais. L'argent du Cameroun, on ne sait pas où ça se trouve. Mais quand on donne l'argent aux mairies et que les gens mettent des équipes qui désinfectent tous les jours, ce n'est pas seulement le jour de l'ouverture de l'école, c'est tous les jours que les classes doivent être désinfectées. Maintenant, regardez nos taxis. Regardez les motos qui portent les enfants. On les met déjà 2 ou 3. Comment on fait? Comme on ne peut pas dire aux gens de fermer leurs bars, pourquoi dans les grands carrefours, on a vu quelques sociétés mettre Guinness par ici? Bon, maintenant, comme l'État camerounais est en faillite, c'est la Guinness. On a vu l'Union camerounaise de la SABC. Les autres, je crois que même Equinox va mettre l'eau bientôt parce que l'État n'a plus l'argent. Il faut donner de l'eau peut-être au lycée de Daïdo ici. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut que pour une fois au moins, les gouvernants camerounais aient à cœur de travailler pour le peuple camerounais. Parce qu'ils pensent qu'ils seront à l'abri, ils ne seront pas à l'abri. Ils pensent qu'ils vont aller se soigner ou ils vont souvent se soigner en tuant le système de santé local. Non, ça ne va pas être continu. À un moment donné, les autres vont vous dire qu'ils n'auront plus besoin de vous. Il est temps que dans chaque hôpital de district, par exemple, on ait un équipement adéquat pour prendre en charge cette maladie qui apparemment est même une maladie tropicale. Donc, nos médecins, s'ils osent, ils pourront même avoir des compétences beaucoup plus avérées pour la prise en charge. Quand on vous dit que les gens sont guéris, pourquoi on ne dit pas aux Camerounais quel est le protocole qu'on leur a appliqué? Parce qu'on nous dit 2 discours, que vous pouvez guérir seul. On vous dit même souvent de rester chez vous. Quand on dit que vous êtes guéri, est-ce que ça veut dire qu'on vous a guéri? C'est-à-dire qu'on vous a soigné? Ou bien le corps, parce que le corps combat les virus, c'est ça la faiblesse des virus.
C'est les gens, ils veulent relayer des discours parce que ça vient d'ailleurs. Non. Qu'on trouve l'occasion actuelle pour réfléchir et pour montrer aux Camerounais, comme je le disais tantôt, et aux Africains, que les solutions, comme on a vu à Madagascar, peuvent venir d'ici pour être vendues ailleurs. Qu'on arrête de continuer à tendre la main. Ces gens qui ont été habitués à être les employés et qui tendent la main à leur employeur pour avoir des prébandes, il faut qu'ils arrêtent. Je dis aux Camerounais, c'est l'occasion maintenant de vous réveiller et de vous remettre au travail pour à la fois conquérir tous les pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir de défendre votre nation, parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Je précise que la hiérarchie du RDPC a mandaté sur le plateau de droit de réponse Marlise Doualabel. Elle a été informée des différentes thématiques qui devaient constituer cette émission. Elle a confirmé sa présence et à la dernière minute, elle a fait part de son indisponibilité. Plusieurs autres militants du RDPC ont été contactés en vain pour participer à cette émission de droit de réponse. Messieurs Edmond Kambia, merci d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Falvis Taillant et Serge Soran, d'être venus sur le plateau de droit de réponse. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Non, je ne faisais